Et bienvenue au Kazakhstan, vous doutez pourquoi on est là, infiltrer le très célèbre cosmodrome de Baïkonour. Et pour l'instant, on va explorer le système d'alerte précoce de l'URSS dans des villes restées top secrètes et fermées au public jusqu'en 2005. Spoiler alerte, l'armée russe contrôle encore certains de ces sites et ça s'est pas vraiment passé comme prévu. En fait, il y a des caméras que j'avais pas bien vues. Vraiment pas, on se casse. On est en route pour le lac Balkhash. Notre FJ Cruiser, il y a un peu de route. C'est légèrement chaotique, même s'il n'y a que peu de bornes. Ça va nous prendre 10 heures pour y aller. Au fur et à mesure des kilomètres, la météo change. Il commence à neiger quand même bien sale. Nous sommes en route pour un spot qui s'annonce assez joli. Si on arrive à y aller, parce que là la neige fond pas mal. En fait, avec la fonte des neiges, les rivières ont emporté la route, donc elle est barrée devant nous, et les mecs sont en train de refaire un pont. La route est bloquée, on va devoir faire demi-tour. Le détour, il est gigantesque. On se dit bon, on va peut-être attendre que les mecs finissent le pont, tu vois, c'est peut-être le plus logique quelque part. Mais sauf qu'ils étaient efficaces, tu vois, vraiment en 3 coups de pelleteuse, ils avaient commencé à mettre l'espèce de gros tuyau pour faire passer l'eau, remettre du gravier. Et t'as ce mec qui nous dit ouais, dans 6 heures c'est prêt, genre en mode on a le temps ici. Non, nous on n'a pas le temps, on doit arriver dans notre ville secrète, tu vois. On a des bases secrètes à explorer les amis, ça rigole pas ici. Je pensais qu'ils allaient creuser les tuyaux, et en fait non, ils sont en train de reboucher le gap de la route. Donc ça sert pas mal du tout. Et donc là on attend. Au bout d'un moment, Clem me dit attends, j'ai regardé le truc au drone, ça a l'air de passer un peu plus loin en mode gain dans la rivière. C'est parti, vas-y. Donc moi je suis écoute, tout terragnou, moi j'adore ça, c'est parti. Et en fait je me rends compte en arrivant aux abords que c'est marécageux, boueux. Je manque de m'enfoncer dans le truc, je suis ouah putain, demi-tour, c'est mort. On doit finalement faire le détour faramineux, ça nous apprendra. On peut enfin arriver dans la ville secrète de Priozersk. Dites-vous que cette ville est restée inconnue du grand public jusqu'en 2005. Et avant de s'appeler Priozersk et d'apparaître sur une carte, son nom c'était Site de recherche d'État numéro 10. En Union soviétique, c'était pas si rare d'avoir des bases militaro-scientifiques avec des noms de code inaccessibles. Les habitants des villages alentours, ils avaient même pas accès à Priozersk. Et ça a duré jusqu'en 2005, donc bien après la chute de l'URSS. Tout simplement parce que Priozersk, c'était avant tout le centre administratif d'une base beaucoup plus large, Sary-Chagan, dans laquelle l'URSS a mené bon nombre d'essais sur leurs missiles antibalistiques. Et comme d'habitude, il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est la guerre froide, les deux blocs se font face et il y a une émergence d'une nouvelle technologie, les missiles intercontinentaux, et donc plus aucun territoire n'est à l'abri. Du coup, la première puissance qui maîtrise cette technologie prend un avantage certain sur l'autre. Et donc face à cette nouvelle menace, la seule manière de se défendre efficacement, c'est d'une, l'information, et de deux, l'interception. Concernant l'information, il faut savoir d'où part le missile, où est-ce qu'il va et quelle est sa trajectoire. Et donc ça a mené à la recherche de nouveaux radars super performants, les radars Don, Dniepr et Dunay, qui vont être mis un peu partout en URSS parce qu'à cette époque-là, je vous le rappelle, l'URSS est convaincu que le bloc de l'Ouest est en train de le prendre en étau. Donc ils vont mettre quelques radars en Ukraine, beaucoup autour de Moscou pour surveiller un peu une agression européenne. Ils vont en mettre pas mal aussi au Kazakhstan pour surveiller ce qui se passe sur leur flanc sud, au niveau du Pakistan, de l'Inde et de la Chine. Et évidemment, ils vont en mettre aussi pas mal côté Pacifique, là où ils font face directement à l'Amérique. Donc nous, ce qu'on vient chercher ici dans les steppes kazakhs enneigées, c'est les vestiges, les premiers prototypes de ces radars qui ont équipé toute l'URSS et dont d'ailleurs les modèles les plus aboutis sont à l'heure actuelle encore en service autour de Moscou. En chemin pour une base de ces fameux radars, on voit à l'horizon une antenne qui semble monter quand même pas mal haut. Et dans une steppe aussi rase, prendre de la hauteur, c'est une vraie aubaine. Donc là, on se dit, hop, on va la grimper. C'est pas aussi simple que ça, puisque les premiers barreaux de l'échelle sont sciés, comme d'hab, donc il faut négocier une grimpe. Tiens. Ça va Worms. Avec le sac et les habits de neige, ça passait pas du tout. Mais lui,
il est pas non plus dans, dans un meilleur business parce que Je pense qu'en vidéo ça sort bien, mais en vrai je transpirais un peu parce qu'au-delà des sacs, c'est aussi l'équipement en fait pour l'hiver. Hein. On se tape parfois des -5, -10 et ouais, transpiration un peu. Quand t'as pas les baskets, c'est pas la même. Ah, c'est ghetto ça. Le mec, appelez-le Indiana Jones. Pourquoi tu t'es mis dans le rouge d'un coup comme ça? Non, je suis dans le. Une main peut-être? Non, Ça va, je suis dans le bleu là. Et je t'avoue que putain, les chaussures de la rando et tout là. non, mais c'est vrai que c'est flippant ce truc-là. Il bouge, tu vas quelque part, t'es même pas sûr que c'est accroché là-haut. Et t'avais ce feeling de avant-arrière où à tout moment ça se brise. Et moi je calculais en mode, alors là si ça casse, comment c'est foutu les trucs, ah peut-être que je meurs pas tout de suite, peut-être que je peux me raccrocher. Enfin, tu commences à te faire des scénarios de catastrophe fin du monde, tu vois. Évidemment, le sac plus boîtier, c'est la galère de ouf. Nickel. Il nous en reste une avant d'être on top. Oh là là, je te jure, ça fait palpiter. L'échelle elle bouge. Ça me fait tellement penser à celle de Duga 3 et Tchernobyl, c'est le même vibe. Ah oui. Et ma petite cahute, à l'abri du vent, ça campe ou quoi? En vrai, est-ce que tu penses que c'est Kiefer et s'était mis une petite tyrolienne pour évacuer le site? En vrai, moi, si ça m'appartient, je fais ça. On arrive enfin en haut, donc on a la vue sur tout le site, comme ça on repère un peu les points d'intérêt qu'on veut aller visiter. Et surtout, en fait, juste devant nous, il y a une enceinte avec une petite base, quelques paraboles, c'est super joli. Et donc là, c'est l'occasion de sortir le drone pour faire un peu les photos, le repérage. Et on fait comme ça quelques photos très cool, déjà nous sur notre antenne. Et puis toutes les paraboles qu'on ne peut pas visiter concrètement en tant qu'humain, on envoie le petit robot volant pour capturer les images. Direction le village détruit qu'on voit à l'horizon qui présente une jolie parabole un peu dans l'esprit du P14 Lena d'Explore. Je vous mets d'ailleurs un petit code promo, ça fait toujours plaisir pour que vous puissiez aller voir le film. Et donc on explore, on fait des photos, franchement on se régale, c'est parmi les premières du trip donc c'est toujours cool de se remettre un peu dans le bain. On a trouvé là une image plutôt sympa, on va profiter de l'énorme trou là qui a été laissé par une espèce de DCA ou radar parabole qui tournait en tout cas. Et je pense qu'avec une petite frontale rouge, Clem tu vas être top juste là. Là, je suis à 10 secondes de pause. J'adore cette lumière entre chien et loup. On va essayer de travailler au plus vite pour la garder. ISO 400, une ouverture f4. Et vous allez me féliciter, j'ai investi en catastrophe juste avant le trip dans une petite télécommande qui me permet de déclencher sans faire bouger l'appareil. J'avoue, c'est plutôt cool après toutes ces années sans l'utiliser. Et il faut savoir que tout ce projet de radar là, qui s'étend sur la côte du lac Balkach, c'est un des projets les plus coûteux de l'URSS. Il a été localisé ici car 330 jours par an, le ciel est dégagé. Donc là on est tombé dans les 30 jours où c'est un peu pourri. On n'a pas de chance, mais on fait avec en photo. Fait une pause très longue. On va partir sur 30 secondes, donc Clément ne devra pas bouger, avec un éclairage vraiment minimaliste puisqu'il s'agit donc de la Lune, d'une toute petite loupiote là-bas qui nous éclaire le radar, et évidemment d'une lumière rouge pour découper Clément sur la porte. On essaye ça comme ça. Ok, prêt ? Cet endroit, près de la ville de Priozersk, se trouve dans la région de Betpak-Dala. Littéralement, en kazakh, ça veut dire la steppe de la faim. C'est vrai qu'à des kilomètres et des kilomètres, c'est du désert, c'est de la steppe, c'est le vide, il n'y a rien du tout.
Et là, quand c'est gelé, c'est à la fois très beau, mais c'est vrai qu'on voit qu'on est vraiment perdu en plein milieu de l'Asie centrale. Moi, c'est une belle découverte. J'étais jamais venu ici et franchement, on a croisé que des gens hyper sympas jusqu'à présent. Le truc, c'est que le site s'étend sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, avec une diagonale de 480 km. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité de la chose, et jusqu'à présent, on n'a parlé que des radars, de la partie information. Mais l'étape d'après, c'est l'interception. Une fois que le missile a été détecté, comment est-ce que tu le fais exploser avant même qu'il touche ton territoire ? Et c'est là où l'URSS a profité de ces grandes plaines kazakhes, qui sont souvent désertiques, inaptes à l'agriculture et même impropres pour les troupeaux de pâturage. Et sans entrer dans le détail, à l'époque, tout le guidage des missiles antibalistiques se faisait par ondes radio, qui sont pas très précises, et il fallait des grandes plaines avec très peu d'obstacles, très peu de perturbations, et c'est pour ça que les steppes kazakhes remplissaient toutes les cases. Et donc là, vous allez me dire à juste titre, quel est le rapport avec Baïkonour si bien teasé en début de vidéo ? Et bien justement, tout le développement des systèmes antibalistiques est très étroitement lié au développement des fusées spatiales. C'est pour ça que Baïkonour et Sarychagan étaient en étroite relation pour avoir une technologie commune. Et en plus de tout ce maillage de radars, dès les années 80, l'URSS a entrepris un grand nombre de lancements de constellations de satellites pour pouvoir détecter n'importe où sur la planète tout lancement de missiles. Et pour vous montrer l'extrême importance stratégique de cet endroit, en 1998, le SIOP, qui est une planification stratégique qui précise où et quand les armes nucléaires des États-Unis doivent être utilisées, et ce fameux SIOP a placé cet endroit-là qu'on s'apprête à explorer comme étant un objectif prioritaire. En d'autres termes, les États-Unis avaient prévu d'y envoyer 69 ogives nucléaires consécutives. Le lendemain matin, on arrive dans un spot avec un radar magnifique, avec un bâtiment un peu plus loin où il y a un truc caché à l'intérieur. On a rarement vu cette structure, donc c'est hyper intriguant, on a envie d'aller voir l'intérieur. Le mec, c'est le Mr Bean en exploration, quoi. J'ai pas fait exprès, chef. Je fais des blagues malgré moi. Ça ressemble plus à un vieux panneau publicitaire où ils auraient retiré les pubs, en fait. C'était quoi l'équivalent Coca-Cola Parti communiste ? Coca-Cola. On y va de bon cœur, on se dit c'est un truc d'il y a 60 ans. Et de quelques archives d'un mec russe qui était allé il y a quelques années, c'était 100% abandonné. Il n'y a pas grand monde dedans, il n'y a même personne. Par contre, il y a effectivement une caméra sur le toit où j'ai bien zoomé, elle est bien branchée. Et sachant que sur la partie haute du bâtiment, il y a des cartons qui remplacent les vitres cassées, tu vois. Donc signe que c'est pas actif, sinon ils auraient remplacé les vitres. Je pense vraiment qu'on peut tenter. C'est vrai que quand tu y penses, en fait, une caméra dans un endroit aussi perdu, aussi pourri. Mais on se dit, une caméra devant, peut-être que l'arrière c'est pas gardé, ils s'en foutent de l'arrière, c'est un vieux truc. Parce que dans notre esprit, c'était vraiment un vieux programme de recherche abandonné, quoi. Bon, ça dit quoi la thermique ? Ça dit que c'est froid apparemment. Si c'est froid, c'est qu'il n'y a pas de chauffage. Comme il fait froid ici, s'il n'y a pas de chauffage, c'est qu'il n'y a personne. Donc peut-être qu'on peut s'approcher. Ouais, il y a moyen. Il y aurait Jackpot, potentiellement ouais. personne. Ouais. Vu qu'on est en plein jour, très visible, et que ça fait quand même un bon 20-30 minutes qu'on fait une approche, qu'on fait des photos, on se dit que s'il n'y a personne, c'est qu'il n'y a personne. Pourquoi il y aurait des gens plus tard ? On arrive au barbelé, et moi j'ai une petite réticence déjà. J'étais pas super serein. On rentre dans le truc, bon bah ok machin, on commence à travailler en photo. Tu vois, je prends sur moi, je mets de côté mon intuition. J'arrive au pied du truc, je vois pas caméra à gauche, caméra à droite. Faut préciser des caméras neuves, tu vois, c'est pas des caméras d'il y a 60 ans, c'est bien des sûr. bien blanches, 3.6 et elles tout. sont nickel chromus. Donc les gars, on se casse. Bon ok les gars, en fait il y a des caméras que j'avais pas bien vues, donc on va essayer d'aller faire au plus vite quand même, histoire de pas passer trop d'années ici quoi. Traînons pas, ça vous chauffe ? On se casse ? Au moment où je dis, les gars, on se casse, je me tourne vers la gauche, et là je vois deux militaires qui ont vraiment pas l'air contents de nous voir, qui marchent vers nous. Là je suis en mode, oh là 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 là, le remake d'Explore, ça sent pas bon. Et donc quand on se fait arrêter, Paul est un peu devant, donc les mecs ils me voient pas trop, moi je suis derrière un recoin de mur. J'en profite pour sortir une GoPro Ninja pour capturer toute la scène. J'aurais adoré vous montrer les images, mais vous allez comprendre juste un peu après pourquoi on n'a pas les images de cette GoPro. Mais du coup, on a ces deux mecs qui nous emmènent. Et bon, déjà sur les écussons, on voit que c'est des mecs un peu bas gradés. Donc on se dit, bon, c'est peut-être pas si grave. On essaie de négocier en mode, bon, on savait pas, on est des touristes, on fait des photos. Est-ce qu'on, voilà, on voulait pas déranger, est-ce qu'on peut se casser ? Et là, les mecs sont vraiment pas chauds. Non, 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 on va devant. Mais comme d'hab dans cette situation, les gars, ils sont en mode, non, on va juste regarder devant, machin, on discute et puis vous partez. En fait,
très rapidement, on comprend que c'est des Russes. Nous, on s'attendait à tomber sur des vieux Kazakhs qui s'en battent un peu les couilles de leur ruine. Et là, c'est pas du tout le cas. Il faut se dire que quand t'es dans une zone militaire et que c'est des militaires russes, t'es sous les lois de la Russie. T'es pas sous les lois kazakhs. Donc là, en fait, vis-à-vis du contexte global avec l'Ukraine et compagnie, vis-à-vis de notre passif avec l'Ukraine, on veut pas voir des Russes en fait. Là, c'est des problèmes, mais des très gros problèmes qui arrivent. Et là, t'es en mode, ah la connerie, on est même pas à Baïkono, on s'est fait taper dans un truc random, tu vois, parce qu'on pensait pas que c'était aussi sensible que ça, quoi. T'as pas envie de te partir en camp, ils ont des tonfas, ils sont quand même Ouais, tu vois, puis t'as chez quand eux. même une longue route jusqu'à la voiture, et en fait, la voiture, le seul chemin pour sortir de là où on était, c'était devant la base. Donc, délit de fuite, alors que t'es rentré dans une base russe, a priori en activité, c'est peut-être pas la meilleure des idées, tu vois. Ouais, c'est quand même mieux de s'expliquer. Donc là, on arrive à l'entrée devant eux et en fait, on se rend compte que ouais, en fait, c'est même carrément actif, quoi, ce truc-là, et qu'on n'a vraiment pas assez bien, je pense, ouvert les yeux. On ne devait pas être réveillé avec la fatigue de la route parce qu'il y avait 1000 indices pour voir que ce truc est super actif et super russe, en fait. Et donc les deux mecs qui sont un peu jeunes sont pas méchants, mais forcément ils appellent leur supérieur. Donc t'as un gars qui arrive avec beaucoup plus d'étoiles déjà sur les cuissons, et lui il rigole pas du tout, il commence vraiment à nous embrouiller tout. Nous on parle pas russe, et juste la barrière de la langue en fait on peut même pas commencer à expliquer, tu vois, tout de suite à part et tout. Lui il sort le téléphone, il appelle d'autres supérieurs, et en fait on sent que la situation nous échappe. No screen. C'est le même scénario qu'on a déjà eu en Ukraine, on s'était fait arrêter aussi, c'était... T'as un mec qui vient grader, un plus haut gradé, encore un plus haut gradé, et puis après t'as le mec en civil qui est au-dessus de tous ces mecs-là, et lui c'est les problèmes. Lui tu sais pas ce qu'il fait comme travail. Et là t'es pas serein du tout. Ils te prennent les passeports, ils commencent à checker que toi et moi on est plutôt allés pas mal de fois en Ukraine. Ils sont en mode mais pourquoi t'es en Ukraine en fait? Pourquoi maintenant t'es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Vous avez vu sur la chaîne, moi j'y suis allé en novembre, et là il voit les tampons tout frais, et du coup le mec me prend à part, il me dit pourquoi t'étais en Ukraine en novembre en fait? Moi les amis, je suis en mode ok, en fait là on va pas voir la lumière du jour pendant pas mal de temps, ça me fait un peu chier quand même. Et là d'un coup, le soulagement est que la police kazakh arrive. Moi je suis en mode ok, si les Kazakhs sont là, déjà ils vont peut-être pas nous emmener dans la base des Russes, ils ont peut-être un espoir de s'en sortir en discutant. En fait c'est la seule possibilité de sortir de ce piège qui se referme de plus en plus, sauf que rapidement en fait, le flic kazakh qui est... J'ai l'impression qu'il se la joue un peu good cop, bad cop, tu vois. Et le mec en mode good cop, il nous donne des petits conseils en mode c'est chaud, mais quand il nous dit c'est chaud, il dit pas je vais vous aider, il nous dit juste... En fait, il nous fait ça pour symboliser la prison, et il nous fait ça et ça, genre 10 ans de prison parce que vous êtes là. Mais 10 ans ou 10 jours? Dis-moi copain. Et donc les mecs comprennent la situation, acceptent de penser qu'on est seulement des touristes un peu téméraires, et ils commencent à fouiller les sacs un par un. Le problème, c'est qu'on a des images qu'il ne faut pas trouver. Ils nous disent, ok, vous supprimez toutes les images. Donc là, tu es en mode, ok, c'est mon seul moyen de sortir d'ici, supprimer les images, mais je vais supprimer les images. Mais là, je suis en mode... J'étais content que ce soit la punition. Tu vois, j'étais très content que ce soit que ça la punition. Moi, je dis à Clem, mais t'inquiète, supprime tout ce que tu veux, juste formate pas. J'ai un super petit logiciel qui va nous permettre de tout récupérer. Et là, je pose l'appareil photo, et en posant l'appareil photo, il y a un rec qui se lance, une mauvaise manipulation de ma part. Et ce fichier vidéo, bon, c'est bien parce qu'il nous permet à la fois d'avoir les silhouettes, dans le gros plan, ouais. Exactement, mais il réécrit par-dessus mes photos. Et il tourne pendant assez de temps pour réécrire sur la quasi-totalité de mes images. Et puis pareil, les GoPro, ils nous font tout supprimer. Et en fait, pour eux, du coup, supprimer, c'était pas assez. Ils ont voulu qu'on formate les cartes. Donc là, pour le coup, les GoPro étaient foutus. En tout cas, j'ai l'impression qu'on arrive à sortir libre de cette affaire. Ouais. Libre, c'est un bien gros mot, parce que maintenant, on se retrouve dehors avec les policiers kazakhs. Les policiers kazakhs qui sont pas vraiment très chauds pour nous laisser filer comme ça. Il y a un moment donné, les mecs, ils insistent un peu en mode... Il faut rendre les passeports maintenant, les gars. Ouais, c'est ça. Je vous rends les passeports, mais donnez-moi un petit souvenir, que je me rappelle de vous, tu vois. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent en fait. Le moins cher que j'avais acheté, c'est une GoPro. Et une GoPro, mec, c'est déjà 350 balles, tu vois. Moi, je prends ma pince Laserman qui m'a quand même superbement servi plein de fois dans ma vie, et je lui donne au gars. Elle me dit ah ouais, mais moi, c'est un souvenir pour moi, il faut un souvenir pour mon copain aussi. Et là, je regarde, au moins, j'ai une frontale qui marche
à moitié, je suis allez, vas-y, Ouais, puis celle-là, vraiment, elle a bien vécu. Enfin, c'est une frontale qu'on a depuis 10 ans. Donc, vous l'avez vu, on a quand même récupéré pas mal d'images a posteriori que vous avez pu voir là en illustration. Donc, finalement, on a eu beaucoup de chance. Ça aurait pu vraiment mal finir. Donc là, on est enfin prêt pour attaquer Baïkonour qui sortira la semaine prochaine, le premier épisode. Il y aura plusieurs épisodes sur cette aventure folle, sur la quête ultime de l'exploration, j'ai envie de dire. Et honnêtement, nous, on a vu les images, on l'a vécu, donc je peux vous dire que c'est un truc de fou. C'est clairement dans le top 3 de ce qu'on a fait sur la chaîne et c'est pas en 3e position. Et bah j'espère que ce petit teaser t'a grave donné envie. Si t'as pas envie d'attendre les 2 semaines que les 2 épisodes de Baïkonour sortent, tu peux mater sur notre Vimeo la version complète du film. Sans pub, sans coupure, 1h16 de pleine immersion et chaque vente du film permet de financer le prochain. T'as le lien en description. À très vite.